bonjour à toutes et à tous. Donc Bertrand Godard, de la Chambre d'agriculture Nord-Pas-de-Calais. Donc en fait, je suis en charge du suivi des sages dans le Nord et le Pas-de-Calais. Donc il y en a 13, ce qui fait un certain nombre de réunions. Et en même temps, durant les années Covid, j'ai commencé aussi à faire des dossiers de forage agricole. Et du coup, c'est pour ça que je suis sur le dossier également de la gestion des volumes de l'eau, que ce soit pour les différentes activités eau potable et agriculture notamment. Donc au niveau de Climophile, en fait, c'est une opération qui a été faite en collaboration entre Chambre d'agriculture et l'Agence de l'eau. Et du coup, bon, l'idée c'était bien de voir un peu les aspects adaptation des filières au changement climatique, puisqu'avec les dernières années qu'on a pu connaître, notamment dans les 2019, 20 et 2022, on va dire, puisque 2021 était par contre plus humide, on s'est rendu compte de toute façon de l'élévation des températures et aussi du coup des besoins en eau des cultures, et du coup qui peuvent être en partie compensés par un apport d'eau par l'irrigation, mais en sachant, vu les cultures qu'on va voir juste après, comment on peut adapter aussi la gestion des volumes par rapport aux besoins des cultures. Et ce qu'on a aussi cité précédemment, les agriculteurs produisent aussi les productions dont les industriels demandent, et avec un certain nombre de critères de cahier des charges qui sont par contre à la demande des magasins et des consommateurs, puisque par rapport aux productions qu'on peut trouver dans les étals des magasins, quand les légumes et les fruits ont un bel aspect, ils sont achetés. Quand ils sont un peu moches ou autres, souvent ils ont du mal à trouver preneur au niveau des magasins. Donc les cahiers des charges répondent aussi à une demande du consommateur, il faut l'oublier quand même, sur l'aspect régularité de calibre et conformité par rapport à ce qu'il souhaite. Et donc pour y répondre, au bout d'un moment, il n'y a pas 36 solutions au niveau de l'agriculteur. Et en plus, avec le sujet d'actualité, c'est aussi par rapport au coût de revient, pour que l'agriculteur puisse quand même encore vivre de son métier un minimum. Donc d'abord, on va refaire un lien, un rappel, je dirais, sur le contexte agricole régional, pour situer un peu l'importance de l'agriculture des Hauts-de-France au niveau de la France. Et après, on ciblera plus le territoire de l'Est. Donc au niveau tout d'abord au niveau du système régional, on a 6 millions d'habitants, donc une région qui est fortement peuplée. Ça a aussi des conséquences, comme on l'a cité juste avant, sur les pressions qui existent notamment sur les territoires pour la qualité de l'eau, puisque étant un territoire assez agricole, fortement peuplé, avec un passé aussi industriel conséquent aussi, on a du coup beaucoup plus de pression qui se sont exercées sur les nappes phréatiques que d'autres territoires en France qui ont beaucoup moins de problèmes à respecter et à avoir une autre qualité. Et en plus, ils ont un terroir au potentiel moins élevé que le nôtre. Du coup, une possibilité d'appliquer des baisses de fertilisants ou de produits phyto beaucoup plus facilement que dans notre région. Donc au niveau donc là c'est quelques rappels, donc ce que je disais, fertilité des sols notamment, conditions aussi pédoclimatiques propices aux cultures et à l'élevage, puisque on se rend compte aussi avec l'évolution climatique, petit à petit, il y a des régions dans le sud, ils se posent des questions sur quelle production ils vont pouvoir faire dans les années à venir, avec l'évolution des températures et de la pluviométrie. Chose qu'au nord de Paris, on a encore la chance d'avoir un peu une influence océanique, et d'avoir quand même encore un climat plus tempéré que les régions plus au sud. Donc il y a aussi donc, au niveau de la région des pôles de compétitivité, traitant notamment des thématiques liées à l'agriculture, et avec un certain nombre d'organismes de recherche publics et privés. Et puis donc une démarche REF 3 qui avait été mise en place au niveau de la région, à l'initiative de l'ancien ministre de l'Agriculture, il était ministre de l'Agriculture au moment de la vache folle, mais j'ai oublié son nom,
terme du terme gros, qui était ministre sous le jeu. Voilà. Donc au niveau du territoire, plus de 2/3 est valorisé par l'agriculture. Donc comme je disais, région la plus densément peuplée derrière l'Île-de-France, mais première région par l'importance de sa surface agricole dans le territoire. Et du coup, à l'inverse, comme on est fortement peuplé, beaucoup de population, beaucoup d'agriculture, il y a très peu de boisement du coup, au niveau de la région, contrairement aux autres régions, mais bon, il y a aussi un lien direct par rapport à ce qu'on citait juste avant, par rapport notamment à la fertilité des sols. Donc au niveau des exploitations régionales, donc 9e région pour le nombre d'exploitants, 7e région pour la surface agricole avec 2,1 millions d'hectares, mais c'est la 2e région concernant le résultat net de la branche agricole après la région Grand Est au niveau de la France. Donc j'ai oublié de le dire, oui, j'ai prévu, il y avait des petits calepins qui avaient été imprimés, donc je vais en mettre un stock que je mettrai à disposition à la fin de la réunion. Sur la région, à niveau production, 1 hectare sur 2, alors il faut bien mettre aussi un ordre de grandeur, dans la région, on a 1 hectare sur 2 qui est consacré à la culture des céréales, contre 33% en France, donc même si par certains secteurs, on a l'impression qu'on a beaucoup de cultures de printemps, type pommes de terre et autres. À l'échelle de la région, on a quand même une certaine surface de céréales, notamment du blé, donc qui est une céréale d'hiver, ce qui fait que c'est tous les sols qui sont couverts pendant l'hiver, naturellement, par la culture en place. Et après, donc, on a notamment des spécialités, ce qu'on disait aussi en début de réunion, pour les productions de pommes de terre, également aussi pour tout ce qui est betterave sucrière, plantes textiles et légumes. Donc on a un tissu industriel agroalimentaire assez dense, puisqu'on a la présence de grands groupes tels que Bonduel, Le Sar, Roquette, Tereos, et des sites de production, notamment McCain, Häagen-Dazs, Airtoff, Coca-Cola aussi également. Donc on a quand même une certaine richesse d'emploi liée à tout ce qui tourne autour de l'agriculture. Donc là, un rappel, donc première région en France pour la pomme de terre, première région sucrière et la confiserie, 2e région pour le champagne, également tout ce qui concerne le lin, puisqu'on a l'influence de la bordure maritime, après la Normandie, on a aussi l'influence côtière pour la production de lin. Première région également pour 3 spécialités laitières, notamment la bouteille de lait traditionnelle, yaourt et glace. Première région pour les légumes, donc on va en parler aussi, le secteur de l'endive, qui est donc au niveau 90% des surfaces d'endive en région Hauts-de-France. D'où l'intérêt de pouvoir maintenir la filière, sinon il n'y aura plus d'endive en France, on n'en a plus dans la région. Et aussi importance pour tout ce qui est légumes de conserverie au niveau de la région, et tout ce qui est également céréales, puisque 1 tonne de blé sur 5 est produit dans la région, et 3 litres de bière sur 10. Niveau emploi, donc un emploi régional sur 10 est lié à l'agriculture, et avec 206 000 actifs de l'amont à l'aval de l'agriculture en Hauts-de-France. Et au total, donc, on a 91 000 actifs qui concernent les aspects production. Et après, vous avez tous les services qui gravitent autour, que ce soit les OPE, administration, tout ce qui est entreprise de services qui gravitent autour des exploitations agricoles. Alors, au niveau de l'évolution des exploitations, comme à l'échelle de la France, et comme on l'entend dans les médias, une baisse assez sensible du nombre d'exploitants depuis 1970, et une baisse qui continue, peut-être à une moindre échelle, mais qui continue quand même, et du coup, une augmentation de la surface agricole utile moyenne par exploitation, qui est
actuellement, donc, je pensais que c'était marqué sur cette diapo. On verra. De mémoire, c'était autour de 70 hectares en moyenne. Il y a un point aussi à remarquer, une baisse également de la SAU, 7% en 50 ans. Et là, c'est plus lié au projet de développement d'urbanisation, de zones d'activité et autres. Cette partie de SAU qui n'est plus consacrée à l'agriculture, c'est lié au développement d'activités, que ce soit urbaines ou industrielles. Au niveau le constat également, c'est toujours en lien avec les discussions qu'on peut avoir sur l'évolution des prairies. Bon, alors on a le constat qui est parlant, avec une évolution des exploitations à orientation végétale et une baisse continue des exploitations qui sont à spécialité animale. Donc en lien avec aussi le schéma traditionnel des anciennes exploitations où il y a des différents ateliers de production sur la même exploitation, l'évolution des prix et du système de marchés mondiaux ont fait que les agriculteurs ont dû se spécialiser petit à petit dans certaines productions, et ce qui font qu'aujourd'hui, on le veuille ou non, on a de plus en plus d'exploitations avec une production de taille importante pour minimiser son coût de production et être concurrentiel vis-à-vis des pays voisins. Une dépendance croissante aux importations et une érosion de la compétitivité de nos filières, donc c'est un peu quelque chose qu'on peut déplorer quand même, puisqu'on a une bonne richesse de production produits bruts agricoles, mais ce qui pêche un peu, c'est la transformation des produits agricoles bruts en valeur ajoutée qui part dans les pays voisins et qui revient après en produits finis, donc ce qui est un peu dommage. Bon, là notamment pour la pomme de terre, puisqu'une partie de la production, une bonne partie d'ailleurs, part dans les pays voisins, notamment la Belgique, pour être transformée et revient après en produits finis en France, en frites ou autres produits. Donc il y aura quelques développements d'usines, notamment le projet ici sur le camp Brésil, qui va permettre en partie de rééquilibrer les choses, mais malgré tout. Dans d'autres secteurs, légumes et autres aussi, on a aussi tout ce qui est industrie de transformation qui se trouve de l'autre côté de la frontière belge, notamment tous les produits surgelés et autres. Il y a quelques usines, mais qui se trouvent aussi juste de l'autre côté de la frontière. Donc on a ce qui était indiqué, un écart important entre l'excédent pour les produits bruts et le déficit pour les produits transformés. Donc là on verra dans les années à venir si on rééquilibre un peu la balance, en sachant que dans les aspects coûts de production, il y a aussi tout ce qui est aspect charge, et là qui dépend aussi du pays où on se trouve. Au niveau donc concurrence grandissante au niveau de l'Europe, avec notamment la montée en puissance des nouveaux pays membres grâce au marché commun et aux aides communautaires, et aussi une concurrence importante des productions d'autres pays plus lointains, mer Noire ou autres continents. Des dimensions d'exploitation française largement en dessous d'autres pays, même si des fois dans les médias on entend parler de ferme, usine ou autre, on est très loin par rapport aux pays voisins, puisque 42%, bon là c'est aussi d'actualité, production de blé ukrainienne et production de maïs, 42% du blé et 56% du maïs est produit dans des exploitations de plus de 1000 hectares en Ukraine. Les élevages, pareil, de taille, la ferme des 1000 vaches, on en a parlé, mais c'était un cas en France. Vous avez des pays comme l'Allemagne ou autres, on est à des nombres d'exploitations déjà beaucoup plus conséquents de cette taille-là. Même si ce n'est pas un modèle qu'on souhaite suivre, malgré tout, le coût de revient n'est pas le même pour les deux types d'exploitants. Et c'est ce que je disais juste après, distorsion de concurrence vis-à-vis des pays de l'Union européenne, coût du travail et dumping social, et sujet d'actualité également, divergence du cadre réglementaire sur les aspects produits phyto
fiscalité, administration, hein, donc on l'a bien aussi. Sur les produits phytosanitaires dont l'application est interdite en France et qui sont encore autorisés dans les pays voisins européens, et malgré tout, quand on a besoin d'importer, on importe, ce qui ne devrait pas être le cas, puisqu'ils ne respectent pas le cahier des charges français. Ou alors il faut se remettre à niveau à l'échelle européenne. Donc là maintenant on va cibler plus l'agriculture au niveau de l'ESCO avant de parler de l'aspect eau. Alors si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas. Donc sur l'ESCO, hein, donc on a ciblé sur le territoire du Sage. Donc ça représente 132 445 hectares de SAU, hein, ce qui représente 6% de la SAU des Hauts-de-France. Donc ça, comparaison à 2% de baisse par rapport à 2010. 1704 exploitations en 2020 recensées, ce qui représente autour de 7% des exploitations en Hauts-de-France, et 2103 chefs d'exploitation. Et donc la SAU, dont j'étais pas loin tout à l'heure, on est à 78 hectares de SAU moyenne par exploitation, contre 91 dans la moyenne des Hauts-de-France. Bon, sachant que c'est quand même les départements picards qui font augmenter la moyenne à l'échelle des Hauts-de-France, puisque Nord et Pas-de-Calais, on est quand même un cran au-dessus, par rapport à la Somme, l'Oise notamment, et puis le nord de l'Aisne, où vous avez des exploitations de beaucoup plus grande taille. Alors, sur les types de cultures, hein, donc, vous voyez, hein, sur la répartition, hein, on est aussi à peu près la moitié qui est en céréales. En prairie, bon, c'est vrai que c'est plus énorme, hein, on est à 16% de la SAU qui est en prairie permanente. Après, vous avez tout ce qui est production, plantes à fibres et plantes industrielles. Donc là, on retrouve notamment la betterave sucrière. Les pommes de terre, qui représentaient autour de 7% jusqu'à présent. Oléagineux, 6%. Les fourrages annuels, donc là, notamment pour nourrir le bétail, donc les parties de maïs, on était à 6%. Et tout ce qui est légumes frais, plantes de légumes, melons, fraises, des activités d'ateliers plus restreints, donc qui représentent 2% de la SAU. Au niveau des productions en élevage, donc 49% des exploitations du territoire pratiquent de l'élevage, donc avec un certain nombre, une grande proportion, on va dire, plutôt en ateliers de production bovine, donc avec 673 exploitations et en répartition autour de 21 600 vaches laitières et 11 100 vaches allaitantes. Production également un peu des ovins et en partie dans les ovins, en brebis allaitantes. Et aussi quelques ateliers de production en volaille. Donc, spécialisation des exploitations qui est à peu près similaire à la moyenne des Hauts-de-France, hein, quand on compare un peu les deux schémas. Donc, grosso modo, hein, ça reflète assez bien ce qui se passe en termes de répartition des productions au niveau du Sage de l'ESCO en comparaison du territoire des Hauts-de-France. On trouve à peu près la même proportion dans les différentes productions. Donc au niveau des productions, hein, donc ça suit également l'évolution qu'on a observée à l'échelle des Hauts-de-France, hein, donc avec une évolution entre 2010 et 2020, notamment tout ce qui est production de pommes de terre, plantes à fibres et plantes industrielles, et tout ce qui est légumes frais, hein, plantes de légumes. Et à l'inverse, on a une baisse, hein, tout ce qui est prairies, protéagineux et légumes secs, et du coup aussi une baisse en céréales, puisque souvent c'est dans la rotation des cultures. Il y a eu une baisse, hein, des productions en partie de céréales pour des cultures de pommes de terre notamment. Et protéagineux, légumes secs, là c'est plus lié à des difficultés de maladies qui ont fait que notamment en pois protéagineux, il y avait un problème de champignons dans le sol qui fait que les agriculteurs ont
ont arrêté la production suite à des rendements catastrophiques. Et aussi parfois des années où les conditions de récolte ont été très difficiles. Donc, ce qui fait que, même si au niveau européen on essaye de relancer la production de protéines végétales, malgré tout, il manque encore un petit levier, je pense, pour inciter à reproduire davantage de légumineuses, et notamment les févroles, c'est pareil, il y avait un problème d'insectes aussi, qui fait que les févroles produites, certaines années peuvent aller en filière humaine, et souvent avec le problème de la bruche, la févrole, elles sont souvent déclassées en production animale. Comme vous le savez également, le marché des productions est un marché mondial, ce qui fait que selon le prix du blé ou d'autres productions, on a des fluctuations en termes de surface d'une année sur l'autre en fonction des débouchés possibles, des productions faites par les agriculteurs. Notamment influencées par les productions faites sur les autres continents. Donc, baisse du nombre d'exploitants, moins marquée que la moyenne des Hauts-de-France. Bon, sachant que c'est assez quand même similaire, pour une énorme différence. Donc, moins 73% depuis 1970. Et, bon, on disait tout à l'heure, la SAU, qui a baissé de 7% depuis ces années-là. Alors, sur les besoins en irrigation, en fait, l'idée de... Pardon. Vous avez cité les vignes en bien zéro. Mais, enfin, je perçois une tendance. Oui, là, c'est vrai. Il y a que ça, la différence. Non, il y a eu 3 articles dans la presse qui disaient des jeunes qui apparemment commençaient à se lancer dans ce... Ouais. Vous dites, ah ouais, mais il n'est pas bon. Il y a une je ça que Pierre Novéo qui a un objectif à l'échelle des Hauts-de-France, pour compléter si nécessaire, qui a développé un programme de plantation de vignes à l'échelle de la région pour lancer deux types de vins qui sont produits. C'est les premières années. Notamment autour de l'Escrobieux, j'ai vu un article, quelques-uns avaient planté, Dodo Marois, quelques vignes aussi. Et après, côté belge, on voit donc de croire maintenant, on va être avec un vignoble. Oui, mais enfin, c'est une tendance. Oui, et par rapport au changement climatique, on s'aperçoit que cette tendance va s'accélérer, je pense. La production de bière est beaucoup plus en développement dans le Nord. Ah oui, mais bon, c'est notre les houblons, c'est peut-être notre le houblon. Ah, puis dans la consommation, d'après ce qu'on entend aussi dans les médias, chez les jeunes, le vin, c'est on consomme plus, mais c'est le pour certains types de vins, des difficultés de commercialisation et aussi dans le sud, le constat qu'on doit en faire, c'est peut-être l'adaptation aussi de certaines productions, notamment l'arc méditerranéen, où ça cogne depuis de nombreuses années, et puis de l'eau, de toute façon, il n'y en a plus. Quand il n'y a plus d'eau, et comment dire, on veut irriguer, forcément. Je pense qu'il y a quand même, malgré tout, c'est la vision du citoyen. Pour certaines régions agricoles, une adaptation à avoir un type de production, même si depuis des générations ils ont fait tel type de production, il faut se rendre à l'évidence que pour certains territoires, il va falloir repenser à autre chose en production. Et dans vos statistiques, vous ne mettez pas le différentiel entre les productions classiques et les productions bio, s'il y a une évolution dans tout ce qui est... Là, il y avait eu, dans le dossier complet, ça va peut-être apparaître, mais c'est vrai qu'en... Oui, on commence quand même dans les jeunes agriculteurs. Alors, vous voyez, je vous l'ai cité, vous l'aurez dans le dossier complet. Sur l'ESCO, il y avait 95 exploitations bio, ce qui représente 6% des exploitations du territoire. Et sans évolution,
Non. Non, là, il faut être réaliste. Parce qu'on pourrait penser qu'il y a un marché qui limite en évolution. On aurait pu le penser. Là, il est plutôt en. C'est là avec les coûts consommateurs. Non, il commence à, on va dire, à maintenir le niveau, mais il y a quand même des parties qui ressortent du bio, quoi. Pour les producteurs. On ne voit plus la production porcine, elle est tellement devenue obsolète chez nous que. C'est vrai que. On avait l'impression. Oui, dans l'échelle des Hauts-de-France, ça devient très concentré, notamment dans la Flandre, notamment pour Bayeul, par là, ça devient le berceau de la production porcine. Producteur de patates, il faisait de l'effort en même temps. Ah oui, mais là aussi, quoi, on en parlait. Pour la question environnement, question odeur, En Bretagne, ça diminue par la pollution, elle baisse par l'arrêt des activités. C'est vrai que c'est entre guillemets, mal fait, hein, que la Bretagne s'est spécialisée dans des productions hors sol, et puis les territoires voisins qui n'ont plus du tout de production d'élevage et qui ont que de la grande culture. Hein. Pour équilibrer les choses, pour réexporter les fermes d'élevage de la Bretagne vers plus le centre de la France. Puisqu'on peut dire qu'une exploitation qui arrête l'élevage, on en plus Non. c'est rare, vraiment. Alors que dans l'inverse, il y a des petits ateliers vous voyez, des articles en bassin parisien, plus en bovin et mouton, pour valoriser un peu tout ce qui était notamment pâturage, des intercultures et autres. Il y a une réflexion qui est un peu menée pour essayer de retrouver un cycle, de trouver un intérêt pour les deux. L'éleveur qui fait pâturer ses moutons pendant tout l'hiver sur les intercultures du céréalier, et même un peu des parcelles de colza et autres, quand elles sont fortement développées, ou même de céréales, faire un passage rapide de moutons pour pâturer un peu, pour faire mieux taler derrière la culture. Comme vous dites, ceux qui arrêtent l'élevage. il y a une politique aussi, si on veut aussi faire de la biodiversité, il va falloir que les aides, je pense au MEC, au PSE et tout ça, qu'elles soient plus, pas plus alléchantes, mais que vraiment nos élus on en parlait ça en compte par rapport à l'équilibre des territoires. C'est ça. On en parlait avec M. Meurant en aparté, même sur l'aspect mise en valeur de ceux qui ont gardé des haies et qui ont fait des bonnes choses. Contrairement à d'autres qui aujourd'hui vont dire j'ai le droit des crédits carbone parce que je vais replanter ou faire du mieux, alors que celui qui est déjà bien, à la limite, il n'est pas récompensé à l'avenant. Moi j'ai 3 km de haies sur la ferme, elles sont pas retenues. Je trouve que c'est dommage. Donc toujours les aides à ceux qui, entre guillemets, avaient changé carrément d'option, puis là ils profitent un peu du système. Alors que celui qui a toujours bien fait les choses, à la limite, il n'est pas récompensé à l'avenant. Ah non, mais... Sur l'élevage porcin, le problème c'était sur le management des flux. Aujourd'hui, on veut quand même des stations de méthanisation ici, qui pourraient s'installer juste à côté, ça devient vertueux. Oui, oui. La méthanisation, elle était faite pour l'élevage, alors qu'on les trouve dans les grandes cultures. Ouais. C'est ce que ça constate. C'est ce que les gens Tu as raison. Est-ce qu'on ne dérive pas l'intérêt justement de la production de céréales? Non, mais je suis bien d'accord avec vous, mais je dis à ce moment-là, c'est fait aussi dans le cahier des charges de départ. Pourquoi on aurait dû dire 100% végétal interdit, obligation d'avoir des effluents d'élevage. Et ça s'entend pas. Dans le site. De manière, dans les dossiers de financement aujourd'hui, on en voit très peu, parce que c'est une manière d'être bien passé à la Chambre pour voir que ce n'est plus déjà si alléchant qu'au départ par rapport au rachat, mais c'est sûr. depuis la lourdeur administrative maintenant en matière d'environnement. Par contre, le photovoltaïque, c'est plus simple à installer aujourd'hui dans l'exploitation. José, tu as raison d'évoquer ça, parce qu'on parle de la
quantité de terres exploitables, je vois à un moment donné, je vois qu'actuellement il se pose des problèmes sur l'installation de photovoltaïque sur des grandes parcelles. Grandes parcelles. Alors moi, je suis un peu dépité parce que je dis que la terre ne sert plus à produire. Mais maintenant, on produit de l'énergie à partir de la terre, on dévie un petit peu l'orientation, l'orientation de ce qu'on a toujours connu, que la terre doit produire pour nourrir. Là, moi, ça pose un problème. C'est pour ça que, en général, la profession agricole ne souhaite pas faire de photovoltaïque au sol. Faire éventuellement dans les J'en connais qui veulent. Oui, c'est bien, mais oui. Ils veulent plafonner le pourcentage, il y a un ratio qui devrait. La Chambre d'agriculture demandait 4%. 4 hectares par exploitation. Une présentation qu'ils nous ont faite. 4 hectares par exploitation, moi j'ai quand même fait un calcul. Si on multiplie ça par les 400 000 exploitations françaises, c'est un calcul un peu farfelu, c'est à la louche, parce que tout ça, ça fait quand même 3200 km, ça fait 160. 4 hectares x 4000, 1 600 000 hectares. Je suis allé regarder sur des données de l'INRA pour voir s'il y a un impact sur le rendement agricole, puisque moi j'ai des agriculteurs chez moi qui disent ah oui, mais ça n'a pas d'impact sur le rendement. Ça a quand même forcément un impact sur le rendement photosynthétique, qui est estimé par l'INRA dans le meilleur des cas, minimum de l'impact à 20%. Donc si on prend 20% d'1 600 000 hectares, on se retrouve avec 3200 km² de production nourricière en moins. Alors, il est certain qu'il faut que les agriculteurs puissent diversifier leurs revenus, à mon avis, dans le contexte actuel. Il est certain aussi qu'il y a des niches. Par exemple, sur des vergers, on peut estimer que ce n'est pas vraiment photosynthétique qui compte le plus, c'est être à l'abri des jets tardifs, être à l'abri des grêlons, etc. Et donc là, on peut imaginer que les panneaux sont très utiles sur les vergers. Mais bon, voilà, il y a toute une réflexion à avoir. Au même titre que d'installer des panneaux sur des parapluies. Des ouvrières. Après, il y a aussi tous les bâtiments agricoles, déjà, le solaire. On regarde l'immensité des zones d'activité qui se créent. Pareil, des milliers de mètres carrés en garde de stockage logistique. En mettant des panneaux sur tous les toits des grandes surfaces, je pense qu'on arriverait déjà à quelques milliers de mètres carrés. Nous menons les élus, tous les conseils municipaux devaient donner une orientation justement là-dessus. Avec une accélération. Et effectivement, nous on s'est posé la question sur le plan municipal d'utiliser plutôt des bâtiments industriels, voire des ombrières sur les parkings, plutôt qu'aller chercher sur des terres cultivables. Le problème sur les bâtiments qui sont en éternité aujourd'hui, les industriels ne sont pas très chauds. Oui, mais au moins pour l'avenir, il faut s'interroger. Plus sur les bâtiments neufs, on voit encore tout ce qui se fait. Notamment avec les projets Canal Seine-Nord. À Yves-Vallée, ça vous voyez en gare là-bas. Ça s'appelle la charpente, qui sont par là. Ouais, alors ça c'est pareil. Ouais, chez ça. Des charpentes. Oui, mais ça serait quand même plus logique. Et même en termes de paysage, avoir sa fenêtre, on parle des éoliennes, soit, mais avoir un champ de panneaux photovoltaïques qui va briller, c'est pas terrible non plus, je trouve. Mais il y a des agriculteurs qui sont sensibles. Ils sont sensibles au business que représente. Surtout, ça a été évoqué pour la valorisation des prairies. Et on va faire quelques réunions en dessous et tout. C'est un ensemble à avoir. C'est pour te dire qu'aujourd'hui, la profession agricole est à un carrefour quand même. Bon, je sais que vous travaillez, hein.
Il y a des orientations photovoltaïques, mais justement, pour moi, c'est un problème qui doit être sur le plan national. Mais c'est justement, c'est que la diversité de la France fait que la problématique d'une région par rapport à une autre, elle est différente. Et nous, les chiffres qui sont là pour parler, on est quand même une région où tout pousse et on est là pour nourrir les gens. Bon. On a besoin d'eau. Ah, on a besoin. Même si on en fait de sur la route. Oui, donc là c'était simplement sur l'aspect méthodologie avant de présenter les chiffres. Donc ça avait été, ce projet Timophile a été établi d'après les surfaces, donc ça remonte à une paire d'années, c'était les derniers chiffres connus, donc notamment du recensement parcellaire, registre parcellaire graphique de 2020. Sur les données aussi de l'eau, comme il y a toujours un décalage entre les volumes consommés par les agriculteurs qui font leur déclaration à l'agence de l'eau qui après les met en ligne, il y a toujours une paire d'années qui se passe aussi avant qu'on ait connaissance des chiffres. Donc là c'est 2020, la dernière année qui avait été connue. Bon, limite c'est une année où il y a une irrigation, donc ça reflète, à la limite ça va bien refléter aussi les situations. Et donc, par rapport à ça, donc, on a utilisé les données pluviométriques de la législation météo du secteur. Et par rapport aux cultures, on a évalué les besoins en eau des cultures qui sont nécessaires pour un rendement optimal et aussi les données réellement consommées par les agriculteurs qui irriguaient leurs parcelles. Et après, dans un quatrième temps, il y a la projection des données par rapport aux projections climatiques de l'IAS, avec les échéances à moyen terme et à plus long terme sur l'évolution du changement climatique et des hypothèses qui ont été prises en compte, avec notamment l'évapotranspiration qui va augmenter, la pluie qui sera peut-être sensiblement au même niveau en quantité annuelle, mais qui sera beaucoup plus fluctuante sur l'année, notamment pour la région Nord-Pas-de-Calais. Enfin, région de France, bien sûr. D'ailleurs, même à l'échelle, on a encore vu cet hiver, même à l'échelle des départements, enfin Hauts-de-France, même départements, quand on était sur la bande côtière, qui ont eu un flux de 1000 mm, on va dire, cumulé de novembre jusqu'à mars, on descend vers Arras ou Cambrai, on est pratiquement à moitié moins. Donc, bilan d'irrigation en 2000. Oui. Dans le plan, il manque quelque chose. C'est le plan eau. Le plan eau qui exige des économies sur, si je ne me trompe, 15 ans, de moins de 10% sur l'ensemble du territoire Hauts-de-France. Plutôt que ça peut Picardie, mais c'est quand même un peu. Donc, je pense qu'il y a la matière aussi à intégrer cette notion, parce qu'on doit, quand on dit moins 10% de consommation d'eau, c'est aussi sur l'ensemble, y compris bien évidemment les industries, les habitats, etc. Et je pense que l'agriculture est impactée aussi sur ce sujet. On verra juste après, mais si. Après, c'est ma vision des choses, on en parlera. Donc, répartition des cultures qui étaient irriguées en 2020, donc à l'échelle du territoire du Sage de l'Escaut. Donc, on a en pourcentage, donc, vous avez la première colonne qui est la surface totale des productions et colonne de droite, c'est le nombre d'hectares qui est irrigué par rapport aux déclarations faites par les agriculteurs. Donc en pomme de terre, on est autour d'une moyenne, donc ça a peut-être augmenté un petit peu depuis, mais en 2020, on était à 15% de la surface qui était irriguée, 10-15% pour le lin, une vingtaine de pourcents pour les légumes haricots verts flageolés, 15 à 20% pour les pois, 40% épinards, 24% les endives et 90% pour le maraîchage.
qui au final, hein, sur ces cultures 14 000 hectares, on était à 2560 hectares irrigués. Vous êtes sûr? Il est pas Il n'y a pas du tout de maïs irrigué sur le. Oui. Il est betterave. Les travaux irrigués sur par Alors, betterave, il y a pas C'est le maïs irrigué. en partie selon des années, notamment à la levée, et certains en végétation. Mais souvent, c'est quand même, parce qu'à un moment donné, dans l'irrigation, l'agriculteur doit faire des choix. En pleine campagne d'irrigation, en moyenne, quand les températures sont élevées et que ça colle, il faut une parcelle de pommes de terre, ils reviennent dans l'idéal 7 jours après, sur la même parcelle. Donc au bout d'un moment, il doit faire des choix dans ces parcelles qu'il irrigue, il ne peut pas irriguer toutes ces parcelles en... Il y a aussi, ce qui compte, c'est le débit de la pompe de son forage. Mais pour autant, Oui. sur le Cambrésis, l'irrigation des betteraves supérieures, ça fait. Oui, mais en proportion, c'est pas... c'est quelques pourcents. Mais c'est pas énorme. Non, honnêtement. Et d'ailleurs, On laisse de Cambrai jusqu'à avec des auberges. d'ailleurs, dans le système de gestion volumétrique, Ça marche. Cambrai, Bourlon, Macron, il était souvent rosé. dans la gestion volumétrique qui a été mise en place, qui devait être cette année, mais qui a été décalée d'1 an. Donc les agriculteurs, hein, je fais un aparté tout de suite là-dessus, jusqu'à aujourd'hui, vous aviez donc un système de suivi piézométrique, à la fois des cours d'eau et des forages, et avec une discussion au niveau des services de l'État, quand on arrivait à des niveaux bas, de dire on met les différents niveaux d'alerte sécheresse ou autre, et avec au bout d'un moment des restrictions d'irrigation, donc qui était le premier point, c'était des interdictions horaires le week-end, samedi, dimanche, qui étaient de 11h à 16h. Après, quand on passait au seuil d'alerte renforcée, c'était de 10h à 18h. Et après, quand on est en crise, là, c'est carrément des interdictions, sauf 2 ou 3 jours dans la semaine. Alors, sur l'irrigation, hein, en 2020, c'était pour vous donner un ordre d'idée hein, sur la répartition. Hein. Donc, la plus grande partie se trouve en Picardie, hein, malgré tout, donc dans la Somme, où c'est là hein, la plus grande proportion hein, qui est irriguée actuellement. Alors, je dirais dans la Somme, ils ont la chance c'est d'avoir beaucoup d'eau sur leurs pieds, sous leurs pieds notamment, pas beaucoup de population, et pas trop non plus beaucoup d'industrie, ce qui fait que bah, c'est aussi pour ça que ça s'est développé en premier dans ces territoires-là. Et à l'inverse, en Nord-Pas-de-Calais, bah, des territoires, de toute façon, c'est la craie qui guide un peu les réserves d'eau sous nos pieds, ce qui fait que bah, tout secteur d'élevage est aussi lié au type de sol. Boulonnais-Avesnois qui était jusqu'à présent encore en élevage, même si ça évolue aussi, avec ce qu'on a pu voir à la télé, notamment certains reportages. Et donc, sinon, bah, d'autres secteurs qui se développent, c'est autour d'Arras, en montant vers le Clermont, avec bah, l'évolution dont on parlait tout à l'heure, la diminution de l'élevage au profit des grandes cultures, dont notamment tout ce qui est culture de légumes ou de pommes de terre. Alors, sur les besoins, donc on avait pris des exemples, hein, production de pommes de terre et des haricots verts. Donc sur un cycle complet, hein, on était sur un besoin en eau à 2860 m3 par hectare hein, pour avoir une production optimale en pommes de terre et à peu près 2500 m3 hectares pour les haricots. Donc là, ça tenait compte des conditions de 2020 avec la station météo d'Avesnes-le-Sec. Avec donc, au niveau de la pourcentage de la réserve utile du sol de 50 mm en sol limoneux et la pluie qui était tombée sur le cycle végétal durant le cycle de la culture de la pomme de terre de 45 mm. C'était une année quand même assez sèche qui était constatée là sur 2020. Et du coup, bah, par rapport à ces volumes-là, hein, on a regardé le ratio des volumes consommés par rapport aux hectares irrigués. Et en gros, hein, malgré l'irrigation, bah, les agriculteurs n'ont pas pu satisfaire à l'optimal, on va dire, les besoins en eau de la culture.
puisque simplement 45% des surfaces irriguées en pommes de terre ont eu leurs besoins en eau complémentaire entièrement satisfaits. Donc malgré tout, même s'il y a eu une irrigation, la culture a subi quand même un choc thermique durant l'été, ce qui fait que les rendements ont quand même été un peu plus faibles qu'habituellement. C'est-à-dire que vous estimez qu'il y a 55% des besoins qui n'ont pas été satisfaits. Ouais, c'est ça. Ouais. Non. Et donc sur les 15% de pommes de terre qui étaient irriguées, il y a 45%. C'est ça que vous voulez dire. Comment? En fait, avec tous les hectares irrigués, en gros, si on ramenait l'eau consommée par rapport au nombre d'hectares, en gros, il n'y aurait que 45%, la moitié de ceux des hectares irrigués, qui ont eu leurs besoins en eau entièrement satisfaits. En gros, les agriculteurs n'ont pas pu revenir assez vite. Donc après, il y a aussi un critère qui est pris en compte, c'est l'évapotranspiration, parce que on le constate aussi, plus il fait chaud et plus l'eau s'évapore aussi, et plus les besoins de la plante du coup sont élevés. Et d'après les projections qui sont indiquées, ça va plutôt aller en augmentant qu'en diminuant dans les années qui viennent. Et c'est ce qui a été dit aussi, une année comme 2022, qui a fait très sec pendant très longtemps. À l'automne, il a commencé à pleuvoir, mais tant que ça réanimait que le sol, toutes les pluies qui sont tombées et qui ont été en moins pour recharger la nappe, du coup, c'était aussi plus tardivement que cette année, puisqu'il y avait eu pendant l'été. Donc tout ça, c'est des choses qui vont rentrer en ligne de compte dans le futur par rapport à cet aspect évaporation. Et du coup, sur la pluviométrie du territoire, donc là, les données fluctuantes, donc c'était 2020, on était à 45 mm sur les mois du cycle végétal, là, sur 2022, on était à 106 mm, ça montre bien l'amplitude aussi des écarts qu'il peut y avoir en pluviométrie naturelle du climat pendant le cycle des cultures. Donc on a une forte variabilité saisonnière de la pluviométrie avec une tendance à la baisse entre mai et août, et une tendance par contre, on va dire le maintien de la pluviométrie annuelle pour la période estimée sur le lointain 2050-2100. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, globalement on aura toujours à peu près le même nombre de millimètres sur une année, voire plus, mais qui pourrait être très mal réparti par rapport au cycle des végétaux. Et c'est pour ça qu'à gauche, on avait rajouté l'importance de réfléchir aux solutions de stockage d'eau de pluie excédentaire, mais également ce que j'ai rajouté là récemment, filière de tout ce qui est de la réussite. Donc sur les volumes, pour sur 2022, on a fait une estimation du volume par rapport un peu avec les recueils de terrain et autres, donc on était plus sur un volume estimé à 2 700 000 pour arrondir. 20% de plus que la moyenne 2020, le chiffre de 2020, pardon. Donc 2 700 000 m3, et vous voyez, si on avait voulu arroser correctement, il aurait fallu 4,7 millions. Et avec les projections d'évolution climatique, à surface constante, on serait plutôt à une fourchette entre 4 et 6,5 millions de mètres cubes. Pour l'agriculture. Oui. Alors j'avais regardé, apparemment l'ESCO, j'avais retrouvé un peu des chiffres, je ne sais pas si c'est vraiment les bons, mais on était autour de 19-20 millions pour l'eau potable, 5 millions l'industrie, et en 2017, on était à 1 million pour l'agriculture. En 2017 En 2018, les consommations étaient d'après l'équivalent de l'eau. Pour l'agriculture. Oui. Non, je parle pour un nombre de. Ouais, tu étais à 1 million en 2000. On était à 19 millions pour l'eau potable, 1 million en 2017 pour l'agriculture. 2,6 millions en 2022. Ah oui, oui. Ah, mais je suis d'accord. À la fin, on était, je vous dis, on va être à 2,6 millions en 2022. 2 millions 6. Oui.
Et l'objectif eau potable, c'est marqué 2030 à 17. Donc ça fait l'équilibre. Oui, c'est que je sens qu'on me dit qu'il faut que je baisse de 10%. Ah, je sais bien. Donc, quelque chose comme ça. Je vais à la colonne la semaine dernière là-dessus. Alors après, justement, pour évoluer un peu dans tout ça, hein, puisque de toute façon, il y aura aussi des évolutions à apporter là-dessus, c'est sur l'aspect couverture des sols, hein, puisque on l'a montré aussi, plus un sol est couvert par rapport à une terre nue, moins il y a des effets d'évaporation de l'eau notamment. Sur après tout ce qui est équipement, économie d'eau, hein, sur les systèmes plutôt qu'un canon qui irrigue, plutôt des systèmes de rang. Il y a aussi un peu de système de micro-irrigation qui se développe, mais ça dépend aussi des types de cultures. En pomme de terre, ça commence à se faire. Il y a des essais qui sont menés à la fois par le groupe Carré et aussi par McCain sur des essais sur plusieurs années. Notamment, l'année dernière, j'avais été voir, c'était sur Vitry dans la peau, où ça permettait quand même une certaine économie d'eau, puisque il n'y avait pas l'évaporation, et puis ça permettait d'apporter l'eau au plus près du besoin de la plante, ce qui fait qu'il y avait moins de consommation. Mais c'est un système un peu plus lourd à mettre en place, puisqu'il faut mettre l'ensemble des tuyaux, toute la campagne d'irrigation entre les buts de pommes de terre. Donc il faut l'équipement pour tous les hectares. Cher, c'est ça. Mais bon, à voir si ça peut aussi être une piste. Donc d'autres choses, hein, des leviers qui sont à mettre en place, mais qui sont vrais, qu'on irrigue ou qu'on n'irrigue pas, hein, c'est améliorer la réserve utile du sol, augmenter l'infiltration de l'eau dans le sol, et les deux derniers points, on les a déjà évoqués aussi, hein, l'aspect eau usée et période des stockages de l'eau en période de haute eau. Comme on est sur les perspectives, Oui. j'ai demandé du syndicat de la SEC pour travailler aussi des suggestions à faire. On peut l'écouter. Oui, oui. Ouais. Enfin, c'est ce qu'on trouve typiquement dans la bibliographie, on s'intéresse aux solutions à long terme. Ouais. Et il est souvent évoqué en fait de changer en fait les variétés qui sont cultivées ou d'avoir des variétés qui soient plus résilientes en fait au changement climatique. Oui. Avec des pommes de terre qui consomment moins d'eau, etc. Alors ça c'est pareil, hein. Il y a des recherches qui sont faites justement aussi. Tout c'est bien combiner la bonne variété qui puisse correspondre à la demande. Bon, pareil, pour même. La variété qui puisse faire des frites qui soient de bonne qualité. Sur les variétés, c'est pareil, hein, c'est un travail aussi de galère, hein, je pourrais dire, puisque la sélection variétale, ça prend quand même un certain nombre d'années. Et après, vous avez des cultures, comme notamment ce qui se fait dans d'autres régions de France, hein, Café, Grajean et Mont, et le maïs avant qui se faisait partout, maintenant il y a un peu de sorgho ou autre qui se développe. Comment? En valeur alimentaire, c'est pas la même chose. Quoi. Non, je vois, là je connais pas. C'est pas fini, il y a d'autres propositions. Ouais. Il y avait développé massivement donc, une agriculture de conservation des sols. Oui. Plus fort, il y a Oui, des c'était choses. aussi également développer l'agriculture de conservation des sols. Je sais qu'il y a des expérimentations à l'accompagnement de réseau. Oui, c'est vrai. Il y a aussi les essais, pareil, on a suivi nous avec le service érosion, on a mis en place des essais où il y a l'agriculteur qui, pareil, en lien avec McCain aussi, travaille son sol à l'automne et fait des prébutes d'automne où il sème son engrais vert pour éviter de labourer la parcelle pour planter un peu les pommes de terre au printemps dedans. Et alors là, Par contre, la difficulté en année sèche, c'est d'avoir des grosses mottes et qui fait que la qualité de la butte n'est pas terrible. Il y a des problèmes derrière de qualité de la pomme de terre. Alors c'est toujours complexe de pouvoir allier l'optimum pour l'ensemble des choses. Il y a des choses qui sont. sur ce sujet-là, il y a eu une projection du film C'est à la terre. d'Avenir du Bussel, c'est ça? C'est à la terre. Bussel à la terre. Et on vient de le faire sur notre territoire de la communauté de communes. Et de plus en plus, je vois qu'il y a la présence, c'est sûrement un taux de présence sûrement des agriculteurs. À un moment donné, je pense que parfois
est pro-agriculteur, je le suis aussi, mais ce que je peux constater, c'est qu'il y a une prise de conscience de plus en plus. Et on pourrait, à partir de là, et nous on le voit avec toute l'animation qu'on fait sur le territoire, on ne peut que se féliciter qu'à un moment donné, on change de banquier. Tu peux continuer? Il y avait aussi il est souvent évoqué l'utilisation de systèmes d'irrigation plus efficients. Oui, c'est ce qu'on parlait, notamment sur les rampes plutôt que les canons. Bon, après, il faut voir l'aspect du parcellaire, le type de parcelle, pour voir selon comment ça se situe, mais c'est vrai que c'est des pistes quand même pour. Je pense que c'est peut-être utopique, mais c'est aussi le rôle du bocage et développer en fait un maillage de haies plus efficient également pour l'infiltration des eaux, pour les pluies les plus faibles. Là, c'est pareil, les thèmes n'est plus là, mais quand on donne un accord de retournement de prairie, on aurait obligé de laisser la haie une bande de pâture quand on est auprès surtout quand on est près des maisons et tout ça, on aurait dit c'est ça ou rien du tout, et puis on en serait peut-être pas à un endroit où tout le bocage il est parti parce qu'on n'a pas laissé des conditions obligatoires dans le retournement du pâture. Parce qu'on voit que la haie. La télé. Mais là, c'est les Belges. Oui, non, mais je sais bien, mais. Sur l'un des Belges. Belge ou hollandais. Mais celui qui a vendu, il sait à qui il a vendu aussi. Foncier. Continue. C'est fini? C'est fini, mais en fait, globalement, c'est vrai qu'on ne connaît pas l'étude est extrêmement complexe, et puis on ne la connaît pas, on a juste vu les conclusions. C'est vrai qu'on ne sait pas comment est intégrée aussi l'évolution de la qualité du sol avec le changement climatique et comment c'est pris en compte sur sa capacité à retenir l'eau, à conserver les nutriments, etc. Sachant que le sol va être impacté et c'est essentiel pour le développement des plantes, pour y trouver les nutriments et l'eau. De toute façon, on constate, ceux qui pratiquent l'agriculture de conservation des sols et autres, l'idéal c'est de garder un maximum de la couleur végétale le plus longtemps possible pour garder justement la fraîcheur, l'humidité du sol, plutôt que des terres qui restent nues pendant un certain nombre de mois avant que la culture soit mise en place.